Voilà, bonjour à tous. Je suis Laetitia Legurin et je suis chargée de mission à Bretagne Grand Migrateur. Et j'ai laissé donc Gaëlle se présenter et elle va elle va commencer le début de cette intervention. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Gaëlle Leprévost de Bretagne Migrateur. Je suis à l'association depuis 2008. Laetitia est plutôt chargée de la mise en œuvre de l'Observatoire des poissons migrateurs et moi, je suis plus sur la partie coordination, animation du réseau d'acteurs au niveau régional concernant la problématique des poissons migrateurs en Bretagne. On a souhaité organiser ce webinaire avec l'Association des techniciens de bassin versant pour vous faire notamment connaître un outil qui a été développé récemment dans le cadre de l'Observatoire des poissons migrateurs, qui est destiné surtout aux techniciens de bassin versant, aux animateurs de SAGE, aux chargés de mission, aux animateurs en général. C'est un outil qui a été développé il y a à peu près un an, qui n'est pas forcément très connu en fait de tous. Donc, on trouvait que ça pouvait être intéressant d'organiser ce webinaire pour vous présenter les outils. Et puis après, nous, on restera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, juste avant de commencer, moi, je vais vous présenter l'association Bretagne Grand Migrateur. Je vous ferai une petite présentation assez rapide sur les poissons migrateurs en Bretagne. Et puis, je vous ferai également un point sur la gestion des poissons migrateurs, de comment ça s'organise en Europe, en France et en Bretagne. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Laetitia, qui va plus intervenir sur la partie données, observatoire des poissons migrateurs. Donc, elle vous présentera en fait tout le chemin de la donnée, de la collecte de la donnée sur le terrain à leur valorisation et leur diffusion après via les différents outils qu'on a développés dans le cadre de l'observatoire. Donc, je ferai une petite pause à la fin de mon intervention. Ça permettra, effectivement, si vous avez des questions sur les généralités, sur la gestion des poissons migrateurs, vous pourrez intervenir à ce moment-là. Alors, qui sommes-nous? Donc, Bretagne en migrateur, c'est une association qui existe depuis 1995. Alors, elle est liée au fait que sa création est liée au fait que les populations de poissons migrateurs sont en déclin. Donc, en 1994, il y a un décret au niveau national qui a été mis en vigueur pour décentraliser en fait les missions de protection des poissons migrateurs au niveau un peu plus local, donc soit à l'échelle régionale, soit à l'échelle des grands bassins versants hydrographiques. Et dans ce cadre-là, ce décret a souhaité la mise en place du comité de gestion des poissons migrateurs avec la rédaction, l'élaboration d'un plan de gestion des poissons migrateurs sur les grands bassins hydrographiques. Donc, pour animer en fait la gestion des poissons migrateurs au niveau local, il y a eu une volonté de créer des associations migrateurs en France. Donc, associations migrateurs qui ont été créées en collaboration avec les fédérations de pêche et puis sous l'impulsion également du Conseil supérieur de la pêche à l'époque, qui est aujourd'hui l'OFB, et puis l'ensemble des acteurs un peu plus locaux. Ça peut être également les régions qui se sont aussi très investies sur la mise en place d'associations migrateurs. Donc l'objectif, également les agences de l'eau. L'objectif, c'était vraiment d'avoir des structures au niveau local pour coordonner, animer l'ensemble du réseau d'acteurs pour mener des actions en faveur des poissons migrateurs. Tu peux passer, Laetitia, s'il te plaît. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Bretagne en migrateur a été créée en 1995. Alors, à l'époque, ce n'était pas Bretagne en migrateur, on était une antenne en fait de l'association régionale des fédérations de pêche sur tout l'ouest de la France. En 2008, on a été créé Bretagne en migrateur, donc les statuts ont été modifiés pour inclure uniquement en fait les cours d'eau bretons sur les missions de l'association. Donc, on est 2 salariés à temps plein. Donc, on est une petite structure puisqu'en fait, on travaille en étroite collaboration avec les fédérations de pêche. Contrairement aux autres associations migrateurs en France, on n'a pas forcément vocation à porter des suivis sur le terrain puisqu'en fait, c'est les fédérations de pêche qui mènent l'ensemble de ces actions. Donc, on travaille vraiment en étroite collaboration avec les fédérations de pêche et on est une petite structure puisqu'on a un rôle d'animation et de coordination au niveau régional. On est également soutenu par la Fédération nationale de la pêche en France, qui coordonne aussi tout le réseau des associations migrateurs en France. Donc en France, on a 8 associations migrateurs qui existent. Alors ma carte là n'est pas tout à fait à jour. On a eu une fusion récemment là, de Seine-Nord-Migre et Normandie Grand Migrateur.
Normandie migrateur a été dissoute et on a aujourd'hui Seine Norming qui travaille sur toute la partie Seine et cours d'eau normands. Donc, donc voilà, donc il y a des associations que vous connaissez depuis très longtemps, hein, et puis comme Logrammy, Migradour, Migado, on a également le Saut-Morin et puis MRM. Et puis, on a des petites associations un peu plus récentes qui ne sont pas encore tout à fait fonctionnelles comme Migapi dans le nord de la France. Donc, l'objectif, nous, on travaille aussi en étroite collaboration avec les associations migrateurs pour échanger ensemble en fait, sur les protocoles de suivi, sur l'état, les tendances des populations au niveau plus local et puis également au niveau régional. Et on travaille également avec l'OFB au niveau national, notamment le pôle migrateur qui est basé à Rennes. Voilà. Je peux passer Laetitia, merci. Donc, juste pour préciser, hein, Bretagne migrateur, on est les 4 membres actifs de l'association, ce sont les 4 fédérations de pêche de Bretagne. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a notre mission principale en fait et la mission qui a été qui a engendré en fait la création de Bretagne migrateur, c'est vraiment le rôle de coordination, d'animation du programme poisson migrateur au niveau de la région de Bretagne. Donc, on a un rôle d'appui technique administratif auprès des maîtres d'ouvrage qui souhaiteraient lancer des suivis, des études et des actions en général en faveur des poissons migrateurs. Donc, on réalise le programme annuel des actions sur les cours d'eau bretons. On diffuse un bilan annuel des actions que vous connaissez tous certainement, qu'on diffuse à la fois via notre newsletter, mais également en format papier. Donc, c'est un bilan qui retrace en fait l'ensemble des actions qui sont menées chaque année sur les cours d'eau bretons en faveur des poissons migrateurs. On y met également des résultats sur l'état, les tendances des populations. On participe également à la mise en œuvre du plan de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons en collaboration avec l'ADREAL et l'OFB. Donc, ça se fait dans le cadre du COGEPOMI, le comité de gestion des poissons migrateurs. Et puis, on a également un rôle de relais entre les producteurs de données et les scientifiques sur l'acquisition de connaissances, la mise en commun, la valorisation des données. Donc, on organise annuellement des groupes de travail techniques pour chacune des espèces avec des chercheurs pour essayer aussi d'optimiser les suivis qui sont mis en œuvre et puis d'optimiser aussi la valorisation des données. Et sur la partie concernant l'Observatoire des poissons migrateurs, donc il a été créé, on a mis en place l'Observatoire en 2011. Alors c'est lié à une impulsion au niveau national, mais également au niveau local, puisqu'on avait construit l'Observatoire aussi également dans le cadre de l'Observatoire de la biodiversité de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Donc dans ce cadre-là, BGM met en commun les informations qui sont collectées sur le terrain à l'échelle régionale par l'ensemble des producteurs de données qui s'impliquent sur les suivis, les études en faveur des poissons migrateurs. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre en commun ces données sur une plateforme commune au niveau régional. On a fait tout un travail de bancarisation, de mise en commun, de mise à plat des protocoles pour pouvoir bancariser ces informations dans des plateformes communes. Et ça, Laetitia vous en parlera un petit peu après. Et puis, on a également un rôle de valorisation des données à l'échelon régional et de diffusion pour rendre mieux accessibles ces données auprès du public, auprès de l'ensemble des acteurs. Donc, dans ce cadre-là, on a mis en place pas mal d'outils, en fait, tels que le site Internet, une exposition itinérante, des newsletters, des lettres d'information, pour rendre justement plus accessible l'ensemble des informations qui sont nombreuses, en fait, en Bretagne, et qui existent, qui sont collectées déjà depuis, sur certains bassins versants depuis 30 ans. Et puis, on a également, alors ponctuellement, on peut porter des études, des suivis, on peut être intégré dans le cadre de programmes un peu plus, qui ont un peu plus d'ampleur au niveau même à l'échelle européenne. Donc, juste un exemple, enfin quelques exemples. En 2013, on a fait une étude en collaboration avec les acteurs locaux, les fédérations de pêche, pour évaluer l'état de la fonctionnalité des passes à poissons sur certains bassins versants. On a été également impliqué dans une étude pour estimer la mortalité des smolts et des anguilles argentées dans les turbines dans les années 2013-2014. Tous les 2 ans, on évalue, on mène des enquêtes en collaboration avec les fédérations de pêche pour évaluer les captures d'anguilles par des pêcheurs de loisirs en eau douce. Et puis là, plus récemment, depuis 2007, on est impliqué dans le cadre du programme Ça marche, qui est un programme qui vise en fait à améliorer la gestion des saumons et des truites de mer en estuaire et en mer. Et puis, encore plus récemment, je ne l'ai pas indiqué ici, mais on travaille avec l'association Santé Poissons Sauvages pour suivre en fait les mortalités de saumon
il y a eu une forte mortalité de saumon en 2021 sur le Trieux. Et dans ce cadre-là, on a lancé une étude avec cette association qui travaille au niveau national pour essayer de suivre ces mortalités et voir s'il était possible d'en connaître les causes. Donc voilà, ça c'est juste quelques exemples pour montrer qu'on ne fait pas que de la coordination et qu'on ne travaille pas que sur l'observatoire. Et puis en termes de financement, donc, nos partenaires historiques, c'est vraiment l'Agence de l'eau et la région de Bretagne. On en profite pour les remercier parce que c'est quand même pas rien en termes de soutien financier. Et puis on a également depuis alors de manière un peu moins de manière un peu moins pérenne, on a des financements de l'Europe. Donc là, on est engagé dans le cadre du programme FEDER. On a également des financements de l'ADREAL pour soutenir les actions de l'Observatoire des poissons migrateurs. Et puis, ponctuellement, on peut avoir des soutiens financiers de l'OFB, des départements en fonction des actions qu'on mène. Et puis, sur la partie autofinancement, donc en fait, les fédérations de pêche sont membres actifs de l'association, donc ça fait partie de l'autofinancement de Bretagne des migrateurs. Et puis, on est également soutenu, comme je vous le disais tout à l'heure, par la Fédération nationale de la pêche en France. Donc voilà sur la partie présentation de BGM. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on va juste vous présenter quelques éléments de contexte sur les populations de poissons migrateurs en Bretagne, en vous présentant l'état, la tendance des populations récentes. Donc, globalement, on a 9 espèces migratrices amphihalines en Bretagne. On a 2 qui sont en danger critique d'extinction, une qui est en danger, une vulnérable, 2 qui sont quasi menacées, 2 en préoccupation mineure et on a également des espèces qui ne sont pas qualifiées en raison de données insuffisantes. Alors, la Bretagne a vraiment une responsabilité très forte en fait, vis-à-vis de la préservation des poissons migrateurs, notamment par rapport au niveau national. Excusez-moi. C'est vraiment lié à la forte connectivité de la Bretagne entre la mer et les cours d'eau. Et puis, c'est également lié en fait, à la qualité des habitats aquatiques, notamment sur la partie ouest de la Bretagne, qui confère vraiment à la Bretagne une responsabilité très forte vis-à-vis des poissons migrateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, qui est vraiment important. Alors, c'est vrai qu'au niveau national, on parle assez peu de la Bretagne, mais voilà, je le dis et je le redis tout le temps. On a vraiment une forte responsabilité. Et puis, je pense au saumon, mais pas que. On a également des belles populations d'aloses et de lamproies en Bretagne. Et c'est vraiment quelque chose qui est à noter, sachant qu'au niveau national, on a vraiment une chute très, très forte de certaines populations de poissons migrateurs, notamment d'aloses et de lamproies marines, sur certains grands bassins versants en France. Donc, voilà, en Bretagne, on a quand même on est une région assez préservée vis-à-vis de la présence et de l'abondance de poissons migrateurs. Alors là, c'est juste une petite une diapositive par espèce pour juste que vous ayez quelques éléments de contexte sur les populations de migrateurs en Bretagne. Donc, l'anguille européenne, bien entendu, donc elle est présente partout en Bretagne. Par contre, elle a des niveaux d'abondance qui peuvent être très variables en fonction des bassins versants et qui sont aussi très variables à l'intérieur du bassin versant entre la zone aval, médiane et amont. Alors, l'anguille européenne, elle est en danger critique d'extinction, que ce soit au niveau européen, au niveau national et en Bretagne. La Bretagne a une responsabilité régionale très élevée. Alors, on estime à peu près à 10% la production d'anguilles argentées en Bretagne par rapport au niveau national. Donc, vous voyez que la Bretagne, ça ne représente pas une surface très importante, mais pour autant, en termes de production d'anguilles argentées, ça représente quand même des chiffres qui sont non négligeables. Donc là, la situation et la tendance sur 2021, donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont extraits du tableau de bord sur les poissons migrateurs sur lequel travaille Laetitia. Là, les données, elles sont pas au beau fixe, et ça, c'est le cas depuis plusieurs années. Globalement, l'état, il est mauvais, et puis les tendances sont plutôt à la baisse, que ce soit en termes d'arrivée de civelles sur les rivières, mais également en termes d'abondance d'anguilles jaunes sur les cours d'eau. Voilà. Alors, le saumon atlantique, c'est vraiment une espèce emblématique en Bretagne. Alors, il n'y a pas beaucoup de Bretons qui ont connaissance, qui savent qu'on a du saumon en Bretagne, qu'on a à peu près 400 000 jeunes saumons qui naissent chaque année en Bretagne, donc c'est vraiment important.
c'est grosso modo 10 000 géniteurs qui arriveraient sur nos cours d'eau bretons chaque année. Donc, c'est vraiment non négligeable. Alors, c'est lié notamment au fait qu'on a des habitats de très bonne qualité en Bretagne, surtout sur la partie ouest de la Bretagne. Donc, en fait, la limite de l'aire de répartition des saumons atlantiques, globalement, elle est liée à une ligne Vannes-Saint-Brieuc qui coupe un petit peu la Bretagne en deux, qui fait que voilà, sur la partie ouest, on a des belles populations de saumons atlantiques, que ce soit dans le Finistère, les Côtes-d'Armor ou la partie morbihannaise. Et puis, on a le Couesnon qui ressort aussi en Ille-et-Vilaine, où on a des populations de saumons atlantiques qui sont intéressantes. Et là où il y a eu d'ailleurs de gros efforts de restauration de la continuité écologique, de la restauration des habitats, qui font qu'aujourd'hui, on a des populations qui sont plutôt en hausse, en fait, sur ce bassin versant. Voilà. Donc, en Bretagne, on a vraiment une responsabilité régionale majeure pour la préservation des populations de saumon atlantique. Alors, les indicateurs 2021, là, sont pour les remontées de géniteurs, en tout cas, sont mauvais. Mais c'est des tendances qui sont assez variables en fonction des années. Donc, il ne faut pas non plus s'alarmer de mauvais indicateurs en 2021. Et puis, on voit bien que pour autant, en termes de recrutement en jeunes saumons, en 2021, on était sur une très bonne année avec une tendance plutôt à la hausse par rapport aux années précédentes. Voilà. Et puis, pour la dévalaison des smolts, c'est pareil. Sachant que pour la dévalaison des smolts, on a assez peu d'indicateurs. C'est des données qui sont surtout issues du suivi qui est réalisé sur le SCORF, suivi réalisé par l'INRAE et puis la Fédération de pêche du Morbihan. Alors, pour la truite de mer, on a des populations qui sont quand même peu abondantes sur les rivières bretonnes, contrairement aux rivières normandes, par exemple, avec une présence plus marquée des truites de mer plutôt sur les fleuves de la façade de la Manche, de l'Aulne et jusqu'au Couesnon. Alors, en Bretagne, on avait fait un travail avec l'Observatoire de la biodiversité, il y a déjà quelques années, il y a 5 ans à peu près, un peu plus, qui avait qualifié en fait notre responsabilité régionale très élevée vis-à-vis de la préservation de la truite de mer, donc notamment liée à la qualité des habitats. Voilà, donc sur 2021, en termes de remontée de géniteurs, c'était plutôt une bonne année, avec un état plutôt bon et puis une tendance à la hausse par rapport aux années précédentes. Concernant la lamproie marine, donc, on a des belles populations d'emproie marine sur les cours d'eau bretons. Elle est présente sur les parties aval et moyennes de la plupart des principaux fleuves bretons. Alors, c'est lié, en fait, la lamproie marine, comme la grande alose, comme les aloses d'ailleurs, sont des poissons qui ne sautent pas. Donc, en fait, ils sont très vite, leur aire de répartition est très, très limitée à l'aval du bassin versant, du fait d'obstacles qui peuvent être infranchissables. En Bretagne, on a une responsabilité régionale très élevée. Et contrairement à d'autres grands fleuves français, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a encore des populations qui avoisinent 1500, 2000 individus à l'échelle sur les 3 grands fleuves qui sont suivis en Bretagne. Donc, c'est quand même non négligeable. Donc, sur 2021, en termes de remontée des géniteurs, c'était une année plutôt mauvaise, mais une tendance plutôt stable par rapport aux années précédentes. Et puis, en plus de ces données aux stations de comptage, pour la lamproie marine, il y a des suivis qui sont réalisés sur il y a des comptages de frayères qui sont réalisés qui permettent aussi d'apporter des éléments intéressants concernant la reproduction de la lamproie marine sur les rivières de Bretagne. Donc là, on ne les a pas présentées ici, mais c'est des informations qui sont en tout cas intégrées dans le cadre du tableau de bord poisson migrateur. La grande alose également, donc là, c'est pareil, on a des populations de grande alose sur les 3-4 principaux fleuves bretons, qui sont notamment la Vilaine, le Blavet, l'Ailée, l'Aulne. Donc, elle est présente sur la plupart de la partie aval de plusieurs cours d'eau côtiers. Et puis, on a des petites populations un peu plus résiduelles sur d'autres cours d'eau, comme les cours d'eau costarmoricains, où on évalue la population à une centaine d'individus sur ces rivières-là. Sur la Vilaine, l'Aulne et le Blavet, on a entre 1000 et 5000 aloses qui arrivent chaque année sur les rivières de Bretagne. Alors, on avait de fortes populations, enfin des effectifs assez importants dans les années 2005, que ce soit sur l'Aulne et la Vilaine. On a eu quand même une chute des effectifs ces 10 dernières années. Mais globalement, on est à des niveaux qui sont quand même pas si mauvais que ça, en tout cas quand on fait la comparaison par rapport à d'autres grands fleuves français. D'ailleurs, au niveau national, elle est passée en danger critique d'extinction, de la même manière que l'anguille européenne. Donc, on voit bien que voilà, c'est une espèce qui est vraiment menacée au niveau
national et puis du coup qu'on a une forte responsabilité au niveau régional pour la préservation de la bandalose. Donc le muléport, hein, c'est également des poissons migrateurs, donc on en parle également. Alors elle est présente, le muléport est présent dans les fleuves, les estuaires, les zones intertidales et surtout est très fréquent dans les zones humides littorales. Donc on a assez peu de données au niveau régional, en tout cas qui sont compilées pour nous permettre d'avoir des indicateurs qui nous permettent pour suivre un état, une tendance assez fiable. On a quand même les données qui sont issues de la station de comptage de la Vilaine qui nous permettent de suivre les populations, l'abondance du muléport, en tout cas sur la Vilaine. Donc sur 2021, la situation était plutôt mauvaise avec une tendance plutôt en baisse. Alors après, à savoir que sur le muléport, hein, c'est à peu près 200 000, 250 000 muléports qui sont comptabilisés à la station de comptage d'Arzal sur la Vilaine. Donc c'est des effectifs qui sont très importants. Mais pour autant, ces dernières années, on est plutôt sur des tendances en baisse. Donc voilà, c'est pas pour autant que la population se porte bien qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Donc voilà, c'est aussi important. Enfin, l'intérêt de ces suivis-là, c'est aussi de pouvoir suivre et puis alerter éventuellement que j'ai commis si nécessaire. La lamproie fluviatile, donc là, c'est vraiment anecdotique en Bretagne. Hein. Elle est présente de manière marginale. Il y a eu quelques individus, voire 1 ou 2 individus qui ont été observés sur le mont Affilan dans les Côtes d'Armor, sur le Couesnon. Mais les données sont vraiment très rares sur cette espèce. Alors, c'est lié effectivement au fait qu'on a très peu de lamproie fluviatile en Bretagne, contrairement à des fleuves normands où là, ils ont des populations de lamproie fluviatile importantes. Donc là, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, voilà, en Bretagne, on fait ce constat-là. Et puis la lose feinte, donc là, c'est pareil, on dispose de peu de données en Bretagne, notamment sur les cours d'eau. Alors, c'est lié au fait aussi qu'on a plutôt de la bandalose. Pour autant, il y aurait un travail à faire pour acquérir plus de données, notamment en zone littorale, pour pouvoir qualifier en fait l'abondance de la lose feinte en Bretagne. Alors, on a quelques données de pêcheurs en zone littorale, notamment dans les côtiers des Côtes d'Armor qui font état de présence de la lose feinte. Après, ça reste assez ponctuel. Et puis voilà, je pense qu'on a un gros travail de compilation, de récupération de données pour avoir une image un peu plus juste en fait de l'abondance et de la situation, la tendance de la lose feinte sur les cours d'eau bretons. Et puis pour terminer, donc le flé d'Europe, hein, c'est également un poisson migrateur. Donc là, c'est pareil, on a quelques observations de flets qui sont issues des données de pêche électrique de l'OFB qu'on a pu mettre sur une carte. Globalement, les données restent insuffisantes en fait, pour qualifier l'état, la tendance de l'espèce. On va également certainement engager un travail là-dessus pour récolter et mieux valoriser les données de pêche électrique qui sont collectées, que ce soit par les fédérations de pêche, mais peut-être aussi par l'OFB. Donc voilà. Voilà, donc peut-être qu'on peut faire une petite pause s'il y a des questions déjà, et puis avant de passer à la gestion des poissons migrateurs, moi, ça va me permettre de souffler un petit peu. Non, ça va, il n'y a pas de questions? Si je veux bien en poser une de néophyte. Là, vous utilisez les termes potamotoc et thalassotoc. Pourquoi, dans certains cas, on utilise anadrome ou il y a ces deux types de caractéristiques. Dans quel cas on utilise l'un ou l'autre? Ouais, alors en fait, oui, c'est bon, je le sens. En fait, c'est des termes assez techniques, hein, on entend assez peu. Donc en fait, les thalassotocs, c'est-à-dire que le poisson va se reproduire en mer, et potamotox, c'est que le poisson va se reproduire en rivière. Et après, la migration, en fait, migration anadrome et catadrome, c'est lié, c'est plus un état de la migration, en fait, où le poisson va migrer de la mer vers la rivière et vice-versa. Donc voilà, mais après, ça n'y a pas forcément très de différence. Je pense que là, soit on parle de migration, anadrome, catadrome, soit on parle d'espèces thalassotoc, potamotoc. Okay. Merci. C'est du détail. Hein. Ces termes-là dans les cocktails. Hubert également, j'avais juste une petite
précision, un petit complément. Là, tu rappelais à juste titre la responsabilité que la région Bretagne a dans la conservation de ces espèces-là. Et rappeler aussi que dans le cadre des changements globaux, cette responsabilité, elle risque très certainement d'être accrue. La région Bretagne constituera certainement, alors c'est pas une zone refuge parce que les poissons d'ailleurs vont pas venir là, mais ça sera une zone qui a priori est susceptible de mieux conserver ses conditions d'habitat et de milieu par rapport à d'autres régions en Bretagne, en France, qui hébergent des espèces de poissons migrateurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis après, c'est vrai qu'en Bretagne, il faut quand même le dire, on a peut-être des pressions qui sont un petit peu moins importantes que sur d'autres grands fleuves français. Donc, ça peut également être favorable, effectivement, en maintien à la préservation de ces populations sur nos rivières. On va pouvoir passer à la suite. Donc là, ça va être assez rapide. Hein. C'était avant de vous présenter, avant que Laetitia prenne la parole, c'était pour vous faire un point sur l'organisation de la gestion des poissons migrateurs en Bretagne. C'est assez complexe, hein, et je pense que c'était intéressant qu'on l'évoque ici. Alors, je veux bien du coup la première diapo. Donc voilà, donc ça c'est un graphique, hein, qui est issu du plat Gépomy Seine-Normandie. Donc vous verrez qu'on parle de Seine-Normandie, mais pas de Bretagne, mais en fait on a exactement la même organisation sur d'autres territoires. Donc au niveau européen, on a la directive Habitat, la directive 4 sur l'eau, la directive 4 stratégie pour le milieu marin, le règlement Anguille. Donc ça c'est l'ensemble des documents au niveau européen qui définissent un petit peu, qui peuvent inclure en fait des recommandations, des obligations en termes de gestion des poissons migrateurs. Au niveau national, on a la stratégie nationale de gestion des poissons migrateurs qui est assez peu connue, qui a été mise en place en 2009 et qui va être remplacée là plus récemment par le plan national migrateur amphihalin qui a été voté il y a quasiment près d'un an. Donc je vais en parler un petit peu après, plus précisément, de ce plan national migrateur amphihalin. Au niveau national, on a également, bien sûr, la LEMA 2006, le plan de restauration de la continuité écologique, les lois Grenelle, loi biodiversité, le plan Anguille également, le classement L214-17 de Corps de l'environnement, le plan saumon également, on a un plan saumon qui existe au niveau national. Enfin, voilà, on a différents plans au niveau national qui régissent un petit peu la gestion des poissons migrateurs au niveau national. Et puis, au niveau local, comme je le disais, hein, on a des plans de gestion locaux. Donc, puisqu'en fait, les plans de gestion anguille ont été décentralisés également au niveau local par UGA, on appelle ça, hein, les unités de gestion. Donc, en Bretagne, on a le plan de gestion anguille Bretagne. On a le plat Gépomy, bien entendu, hein, qui a été élaboré depuis les années 94-95 suite au décret national. Et puis, on peut avoir également sur plutôt le milieu marin, les PAM. On a également, bien entendu, le SDAGE au niveau Loire-Bretagne. Et puis, voilà. Et puis après, au niveau local, on a les SAGE et les documents Natura 2000. Autant de documents qui peuvent aussi inclure des recommandations, des actions spécifiques pour la préservation des poissons migrateurs. Alors, le plan national en faveur des poissons migrateurs, je voulais faire un zoom, hein, sur ce plan puisqu'il est assez récent, enfin, il est très récent d'ailleurs. Il a été voté en décembre 2021 au niveau national. Et là, il est dans sa phase de mise en œuvre puisqu'en fait, l'OFB, en collaboration, enfin le ministère, en collaboration avec l'OFB, sont en train d'établir, hein, des demandes de financement, notamment dans le cadre de différents LIFE, pour soutenir les actions et mettre en œuvre les actions qui ont été définies dans le cadre du plan national en faveur des migrateurs amphihalins. Donc, l'objectif du plan national, c'est de donner une vision globale de l'état de conservation et des pratiques de gestion de l'ensemble des espèces. C'est de tirer le meilleur parti des dispositifs existants de conservation entre le plan national anguille, le plan saumon et les documents de planification qui sont les SDAGE et aussi les mesures de gestion qui sont notamment le plat Gépomy. C'est de proposer une coordination au niveau national sans se substituer aux instances de bassin et à la gestion qui est faite au niveau local. Et dernier point, c'est de favoriser la synergie en activant le lien de biodiversité eau douce milieu marin. Donc, effectivement, ça fait quelques années qu'on parle, hein, qu'il faut favoriser le lien terre-mer.
Donc là, il y a une action, des objectifs spécifiques pour favoriser le lien terre-mer et dans l'objectif de favoriser la préservation des poissons migrateurs. Alors, c'est un plan avec une échéance de 2031. L'objectif, c'est de se caler sur la stratégie nationale biodiversité qui s'échelonne de la période 2021-2031. Et puis, voilà, ils vont prévoir des échéances à 3 ans pour mettre en œuvre les actions du PNMA. Et puis, c'est également de faire le lien avec les plans de gestion des poissons migrateurs. Donc là, il est prévu, en fait, à chaque révision des plans de gestion des poissons migrateurs, d'intégrer, en fait, des actions, des objectifs du PNMA dans ce cadre un peu plus local. Alors, il y a différents thèmes, il y a 6 thèmes qui sont abordés dans le cadre du PNMA. Un thème 1 qui est le lien terre-mer, un thème 2, habitat et continuité, un thème 3, suivi, évaluation et perspective. Donc là, c'est plus lié à l'animation et au tableau de bord, au suivi de la mise en œuvre du plan. Un thème 4 qui concerne les piscicultures, le repeuplement, un thème 5 qui concerne la pêche, et puis un 6e thème qui concerne la communication, la sensibilisation et la formation. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de l'ensemble des actions qui sont abordées dans le cadre du plan national migrateur amphihalin. J'ai juste repris en fait un exemple là sur le volet thème, sur le thème habitat et continuité d'orientation d'action qui sont inscrites dans le cadre de son plan d'action national. C'est juste pour que voilà, vous ayez une idée de ce qui peut être écrit dans ce plan-là. Donc, il y a une action qui consiste une orientation qui consiste à améliorer la connaissance sur les habitats et restaurer leur fonctionnalité sur les territoires à enjeu fort. Et il y a différentes actions qui sont déclinées dans ce cadre-là, notamment une qui consiste à rédiger un guide technique pour la gestion, la restauration des habitats et des espèces amphihalines. Donc ça, l'idée, c'est d'en faire un document de référence nationale. Après, on a également une autre action, je vais juste, Laetitia, peut-être parler là de l'action, l'orientation O3, c'est organiser une aide à la surveillance et au maintien des fonctionnalités des dispositifs de franchissement piscicole au bénéfice des propriétaires pour améliorer l'efficacité des dispositifs de franchissement. Donc ça, c'est une action, c'est un besoin un peu du niveau local qui a été repris du coup au niveau national, qui nous permettra peut-être au niveau local d'avoir un poids plus important puisqu'on aura ce soutien national donc, en termes d'action. Donc là, l'action vise à élaborer une stratégie d'aide à la surveillance et au maintien de la fonctionnalité des dispositifs de franchissement piscicole et de faciliter son déploiement sur les territoires. Donc voilà, donc tout ce qui pourrait être mis en œuvre en Bretagne fera écho forcément à cette orientation du niveau national. Alors, concernant la gestion des poissons migrateurs, donc c'est assez scindé entre la mer et l'eau douce. En mer, en fait, la gestion n'est pas aussi spécifique qu'en eau douce. La gestion des poissons migrateurs est incluse dans les documents stratégiques de façade, donc notamment dans le plan d'action pour le milieu marin, qu'on appelle le PAM. Et puis, on a voilà, une orientation qui vise à adapter les prélèvements de manière à atteindre ou à maintenir le bon état du stock en lien avec les pélagioponies. Donc ça, c'est des objectifs assez généraux qui sont inscrits sur le volet marin. Et après, sur l'eau douce, en fait, la gestion est beaucoup mieux organisée, puisque la gestion des poissons migrateurs en eau douce et saumâtre est faite par les comités de gestion des poissons migrateurs, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, c'est des comités de gestion migrateurs qui sont composés de représentants de l'administration et des usagers. On a l'État, on a les fédérations de pêche, les pêcheurs professionnels, on a également l'Association des riverains de France, voilà, différentes associations qui ont un droit de vote au COGEPOMI. Le COGEPOMI élabore le plan de gestion sur 6 ans, qui est le PLAGEPOMI, et tout ça dans un cadre cohérent pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs. Donc ça, c'est très organisé, très normé. Donc les thématiques qui sont abordées dans le cadre du plan de gestion des poissons migrateurs des cours de Breton, alors nous, en Bretagne, on aborde toutes les thématiques, il y a des PLAGEPOMI qui sont un petit peu plus restreints. On a des actions, des recommandations qui visent à suivre, évaluer les populations de poissons migrateurs, des actions de pêche, bien évidemment, actions habitat, axes de migration, des actions sur le repeuplement, des orientations qui consistent à communiquer sur les poissons migrateurs. Sont abordées également dans ce plan de gestion des actions, des orientations qui visent à diminuer, à mieux connaître les prédations, les risques sanitaires,
Et puis, il y a tout un volet aussi pour l'articulation avec les autres politiques. Donc là, le plagépomie des cours d'eau bretons 2018-2022 est en cours de révision. Et l'objectif, c'est qu'il y ait un nouveau plagépomie pour la période 2023-2027 qui est en cours de mise en œuvre, d'élaboration. Voilà, donc c'est juste 2 actions phares du plagépomie actuel qui ont été mises en œuvre, sur lesquelles il y a eu un gros travail de réaliser. Il y a une action qui a consisté à mettre, qui s'appelait comme ça dans le plagépomie 2018-2022, c'était mettre en place une réflexion pour définir, pardon, il y a une petite faute, pour définir les limites de conservation des populations de saumon et rénover la stratégie de gestion de la pêche du saumon. On a été plus loin que la réflexion, puisqu'en fait, il y a tout un travail qui a été réalisé avec l'INRA, et plus largement le pôle migrateur INRAE, OFB, Institut Agro, pour définir les limites de conservation et puis rénover la stratégie de gestion de la pêche du saumon en eau douce, puisqu'en fait, derrière, il y a un nouvel arrêté qui va réglementer la pêche de loisirs des saumons en eau douce qui va être mis en œuvre dès 2023. Et de la même manière, en fait, il y a eu un gros travail, état des lieux, mise à plat en fait, de la réglementation relative à la pêche des poissons migrateurs en mer et en estuaire. Donc là, c'est également un travail qui a été réalisé en collaboration avec l'OFB, l'ADREAL, la DIRM, pour un nouvel arrêté qui va être mis en vigueur également en 2023. Donc là, c'est également un travail en tout cours. Il y a le prochain plagépomie de novembre, en tout cas 2022, s'attellera en tout cas à donner un avis sur ces arrêtés, ces projets d'arrêtés. On a, alors sur le volet un peu plus opérationnel, et donc là, c'est une action et une mission de Bretagne migrateur. On a le plagépomie qui définit des mesures, des orientations. Et puis derrière, on a un programme opérationnel qu'on appelle le programme opérationnel poisson migrateur, qui définit en fait les actions à mettre en œuvre chaque année en définissant des maîtres d'ouvrage, des montants à engager, qui est mis en œuvre en fait pour faciliter du coup la mise en œuvre des actions qui sont des actions, notamment des suivis, des études qui sont réalisées en Bretagne pour suivre, évaluer les populations de poissons migrateurs. Donc là, on a mis en place, Bretagne migrateur en fait et pilote ce groupe de travail. Ce groupe de travail est constitué de partenaires tels que l'administration, les financeurs et les structures associatives de la pêche. Donc voilà, donc ça c'est un groupe de travail qui se réunit à peu près tous les 2 ans. On est vraiment dans la mise en œuvre opérationnelle en fait, des recommandations du plan de gestion des poissons migrateurs. Voilà, donc pour résumer, vous avez vu, c'est quand même assez complexe. Je n'ai pas abordé tous les sujets, c'est juste une vision assez globale de comment on mène la gestion des poissons migrateurs en Bretagne. Donc voilà, on a un plagépomie qui fait des recommandations, un SDAGE. Au niveau de la mer, on a le plan d'action milieu marin. Et voilà, tout ça, c'est des documents au niveau un peu plus local, en tout cas, qui peuvent définir qui définissent la gestion des poissons migrateurs. Moi, j'en ai terminé sur ma partie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie gestion, organisation, en tout cas, de la politique des poissons migrateurs en Bretagne? J'espère que je ne vous ai pas trop... je ne sais pas si je vous ai réveillé, en tout cas. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir poursuivre. Donc, c'est Laetitia qui va reprendre la main sur la partie données. Ça peut-être être plus concret, plus intéressant. Oui, donc je vais reprendre notre intervention et je vais vous parler donc de l'ensemble des données qui sont disponibles sur les poissons migrateurs en Bretagne et comment ces données sont valorisées aux différentes échelles au niveau régional et puis après au niveau local. Alors en Bretagne, il y a plusieurs réseaux de suivi et des études portés par les fédérations de pêche, des organismes de recherche et aussi des collectivités qui sont déployés en Bretagne et qui génèrent une grande quantité de données et une grande diversité de données sur les populations de poissons migrateurs et leur habitat. Alors, ces données sont centralisées et valorisées dans le cadre de l'Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne, qui a été créé en 2011.
Et l'observatoire donc, a pour but de collecter cette donnée, de l'interpréter, de la traduire auprès des gestionnaires qui mettent en œuvre des actions et des mesures de protection sur les poissons migrateurs et de la mettre à disposition au travers de la création d'outils. Alors, ma présentation va suivre le chemin de la donnée, le chemin que prend la donnée au niveau dans l'Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne, de la collecte de ces données à leur utilisation, puisque l'observatoire est un outil d'aide à la un outil de connaissance des poissons migrateurs, mais c'est également un outil d'aide à la décision d'aide à la décision des politiques publiques dans le cadre de la gestion des poissons migrateurs. Alors, la première étape est la collecte des données. Donc, en Bretagne, comme je vous le disais, beaucoup de suivi sur le terrain, plusieurs dispositifs d'acquisition de la donnée sont déployés et ils visent à mieux connaître et suivre la situation des stocks de poissons migrateurs aux phases clés de leur cycle de vie en eau douce et, dans certains cas, d'évaluer l'efficacité des travaux de restauration de la continuité écologique. Alors, ces suivis et ces études abordent 3 thèmes. Donc, le premier thème est l'évolution de l'abondance des poissons migrateurs, avec comme suivi donc les suivis au niveau des stations de comptage et des passe-pièges à anguilles, et également les suivis d'indices d'abondance saumon et anguilles par pêche électrique. Un deuxième thème abordé est la répartition des poissons migrateurs en Bretagne, et c'est la répartition des poissons migrateurs est étudiée en plus des indices d'abondance par des inventaires frayères ou des indices AMO7 pour les lamproies. Et enfin, il y a un troisième type de suivi qui est déployé, qui est des suivis de la dynamique des populations en Bretagne sur des rivières index. Ces rivières index sont en fait des bassins ateliers sur lesquels sont déployés plusieurs suivis, des suivis à chaque phase du cycle de vie de l'espèce étudiée, ce qui permet d'appréhender au mieux leur dynamique sur le long terme. Alors ça, on va dire que c'est le cadre général. Et je vais vous présenter maintenant les différents types de données qui sont disponibles en Bretagne par espèce migratrice. Donc, on va commencer par l'anguille. Alors, il y a trois suivis qui sont effectués sur l'anguille en eau douce qui permettent d'étudier tout d'abord le recrutement fluvial des juvéniles. Alors, pour ce faire, sont déployés des effectifs le suivi des effectifs aux stations de comptage. Donc, il y a 7 passe-pièges qui sont déployés en Bretagne. Donc sur le Frémur, le Gouessant, la Rance. Et après, il y en a également dans le Finistère sur l'Aulne et sur la rivière de Pont-l'Abbé. Et puis après, il y a 2 stations de passe-pièges dans le Morbihan sur le Loc et la rivière sur la Vilaine. Et en plus de ces 7 stations de comptage, on trouve un réseau de suivi par pêche électrique du recrutement fluvial en jeunes anguilles. Et pour ce suivi, une vingtaine de stations sont déployées sur tout le littoral breton, donc du Couesnon jusqu'à la Vilaine. Alors ça, c'est pour suivre le recrutement fluvial. On a également un autre suivi par pêche électrique pour suivre le stock en place d'anguilles. Et ce suivi, il s'agit des suivis d'indices d'abondance anguille. Donc là, quasi la totalité de la Bretagne a été échantillonnée par ce protocole. Ça représente à peu près 700 stations, dont plus de 200 ont été réactualisées à ce jour. Alors, la mise à jour de ces données, la réactualisation des stations sont faites sur l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor et le Morbihan. Et dans le Finistère, on est encore en phase d'état des lieux où certains bassins n'ont pas encore été échantillonnés. C'est notamment le cas du Douron ou de l'Avesnes. Alors, concernant le suivi du potentiel reproducteur, on mène pas de suivi en Bretagne. En revanche, il y a 2 rivières index, qui est le Frémur et la Vilaine, qui permettent d'étudier la dynamique des populations des anguilles
Alors, ces rivières index sont utilisées dans le cadre du plan gestion anguille et qui permettent donc sur le long terme d'évaluer l'efficacité des mesures de gestion prises dans ce plan. Concernant le saumon atlantique, des suivis sont menés pour évaluer le potentiel de reproduction. Donc, ce potentiel de reproduction, il s'agit en fait des suivis, des remontées de géniteurs aux stations de comptage. En Bretagne, on a 2 stations de comptage qui suivent plus particulièrement le saumon. Le suivi sur l'Élorn et le suivi au niveau de à Châteaulin-sur-Laune. Et on a également un piégeage au niveau de la rivière du Scorff, qui rentre plutôt dans l'étude de la dynamique des populations du saumon. On a également un suivi du recrutement juvénile de saumon, et ça se fait via les indices d'abondance de juvéniles de saumon par pêche électrique. Et pour le saumon, on a également des suivis, enfin en tout cas, on a des cartographies d'habitat des juvéniles de saumon qui nous permettent d'avoir qui nous permettent de connaître la production potentielle, les habitats. Excusez-moi, je me mélange les pinceaux. Ce qui nous permet en fait d'estimer, suite à la cartographie d'habitat, la production potentielle en juvénile de saumon. Donc, la cartographie d'habitat ont été déployées sur près de 1500 km de cours d'eau et sur 23 bassins versants. Donc, toutes les rivières à saumon de Bretagne ont bénéficié d'une cartographie d'habitat. Et en parallèle de tous ces suivis spécifiques à une phase du cycle de vie du saumon, on a le suivi de la dynamique des populations de saumon sur le Scorff, qui, sur cette rivière, étudie la remontée des saumons avec le piégeage partiel au niveau du moulin des Princes, qui étudie le recrutement des juvéniles avec des indices d'abondance et la dévalaison des smolts au niveau du moulin des Princes. Ceci nous permet de créer un modèle de dynamique, c'est pas nous, parce que ce suivi est porté par l'INRAE et la Fédération du Morbihan, et ça nous permet d'étudier sur le long terme cette population. Concernant la lamproie marine, alors on a moins de suivi que sur l'anguille et que pour l'anguille et le saumon. On a un suivi du potentiel de reproduction au travers du suivi de la remontée des géniteurs aux stations de comptage. Donc, on a 2 stations de comptage qui sont plus concernées. Il s'agit de celle sur l'Aune et de celle à Arzal, sur la Vilaine. Et il y a également des comptages de frayères, donc du suivi de la reproduction qui est effectué sur certains bassins. Donc, ce suivi est réalisé sur le Couesnon, depuis 1 an sur les côtiers costarmoricains par la Fédération des Côtes d'Armor. Et ce suivi est également mené par Quimperlé Communauté sur les Oles et la Fédération du Morbihan sur l'ensemble des cours d'eau accueillant la lamproie sur ce département. Alors, le recrutement des juvéniles n'est pas suivi au niveau régional, on va dire qu'il est plutôt suivi localement. Ce suivi, c'est le suivi des amocettes qui sont les larves de lamproie marine. Et ce suivi est mené plus particulièrement sur les petits côtiers morbihanais par la Fédération du Morbihan. Pour la grande alose, on retrouve, comme pour les autres espèces, le suivi des géniteurs aux stations de comptage. Donc, c'est la Châteaulin sur l'Aune et la Arzal, les stations de comptage d'Arzal sur la Vilaine sont plus particulièrement concernées. Et le potentiel de reproduction est également étudié, est également suivi par comptage de bulles. Et donc les bulles, en fait, est l'acte de reproduction qu'effectue la lose. Donc, on voit ici une photo. Il s'agit en fait d'un tourbillon qu'effectue le mâle et la femelle pour créer un vortex dans lequel les gamètes se mélangeront. Et ce bulle a un bruit très fort et caractéristique, et c'est ce bulle qu'on compte. Alors, ce comptage est déployé sur le Blavet et a pour objectif d'estimer la population d'aloses qui migre annuellement sur ce cours d'eau.
Et au niveau du recrutement des juvéniles, comme pour la lamproie, ce suivi, il n'y a pas de suivi régional, mais c'est un suivi plutôt local qui est effectué sur le Blavet et se fait plutôt, on va dire, à titre expérimental, puisque voilà, il n'y a pas, c'est pas un suivi quantitatif, ça reste un suivi qualitatif pour voir si déjà il y a eu de la reproduction et puis pour étudier les périodes de dévalaison des allosons et les paramètres influençant cette dévalaison. Pour la truite de mer et le mulet porc, on n'a que les suivis aux stations de comptage qui nous permettent d'évaluer un potentiel de reproduction pour la truite de mer et un potentiel de remontée pour le mulet, puisque lui remonte en cours d'eau pour manger. Alors là, toutes les stations de comptage et le piégeage partiel est concerné, mais là, il s'agit de données plus ponctuelles. Donc, voilà, ça nous donne juste une idée de la fréquentation de ces espèces au niveau de ces cours d'eau. Alors, toutes ces données, donc voilà, j'ai listé toutes les données qui étaient accessibles en Bretagne et ces données, pour qu'elles soient utilisées, il est nécessaire de les centraliser, de les mettre en banque, de les bancariser. Et cette bancarisation est faite dans le cadre de l'Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne. Alors, voilà, je vous ai mis ce que représentait un peu le volume de données qui étaient bancarisées dans les dans les bases de données nationales, que sont Stacomic, qui est, on va dire, la base de bancarisation des données aux stations de comptage, et la base ASP, qui est l'application de saisie des données de pêche électrique au niveau national. Alors, pour les stations de comptage, donc comme vous le disiez, on a 3 stations de vidéocomptage et 7 passe-pièges en Bretagne. Et le volume de données bancarisées représente à peu près 1 million d'individus. Donc, ce qui est bancarisé, c'est le nombre, l'effectif, mais également la taille quand elle est disponible. Au niveau des indices d'abondance saumon, le suivi est déployé depuis 1997 pour certains cours d'eau. Aujourd'hui, donc il y avait une dizaine de cours d'eau concernés. Aujourd'hui, 20 bassins sont concernés par ce suivi. Ça représente depuis 1997 plus de 6 000 opérations de pêche électrique et plus de 180 000 saumons saisis dans cette base. Et pour les indices d'abondance anguille, on est sur plus de 1200 opérations de pêche électrique et 46 000 anguilles saisies dans l'application, donc saisies avec l'effectif et la taille. Alors, une fois la donnée collectée, bancarisée dans ces bases de données, pour qu'elle soit utilisée, diffusée, il est nécessaire de traduire cette information pour qu'elle soit plus facilement interprétable. Donc, au niveau régional, on utilise des indicateurs clés de suivi, l'état des populations des poissons migrateurs, qui nous permettent de fixer des niveaux d'alerte et, dans certains cas, d'évaluer les impacts de gestion. Alors, il y a plusieurs manières de définir un indicateur, mais nous, on a défini l'indicateur comme étant une variable à laquelle on a donné un sens, ce qui nécessite de définir une référence à un objectif fixé. Il faut que cet indicateur puisse être quantifiable et qu'il soit facilement interprétable auprès du public qu'on cible. Alors concrètement, comment l'indicateur est construit? Alors, il y a tout d'abord la mesure, donc la mesure issue soit du terrain, qui est une variable mesurable, soit cette mesure peut être une combinaison de variables, donc issue d'un calcul, ou ça peut être un écart à la valeur précédente. Et là, on parlera plutôt de tendance. Et cette mesure, il faut qu'elle soit comparable à une référence, qu'on appellera le seuil. Et cette référence, elle est soit issue d'un objectif de gestion, soit elle a un objectif biologique, c'est-à-dire un effectif, si je prends le cas des aloses, un effectif de géniteurs à atteindre sur tel cours d'eau,
une valeur historique qu'on a issue de la bibliographie ou un autoréférencement lorsqu'on n'a pas ces 3 types de références qui peut être un pourcentage du maximum sur la période de suivi ou des quantiles ou une moyenne. Et la comparaison de la mesure à la référence crée l'indicateur qui est soit un état, enfin qui se caractérise par un état ou une situation et une tendance. Alors, je ne vais pas vous présenter tous les indicateurs, hein, ce n'est pas l'objet de cette intervention. Je vous ai juste choisi deux indicateurs qu'on utilise au niveau régional et qui peuvent être utilisés également au niveau local par vous. Donc, il y a les indices d'abondance de juvéniles de saumon. Donc, l'objectif est ici d'évaluer chaque année le recrutement de juvéniles de saumon sur les bassins étudiés. Alors, comme mesure, on utilise un nombre moyen de tacons 0+, donc ce sont les juvéniles de saumon nés dans l'année, capturés en 5 minutes de pêche effectif et pondérés à la surface de production. Donc, la surface de production est issue en fait des cartons d'habitat de juvéniles de saumon. Et cette mesure est mise en relation avec une référence. Et la référence qu'on a choisie, à défaut d'avoir un objectif biologique, historique ou de gestion, a la moyenne interannuelle des 10 années précédentes. Et la comparaison nous donne la situation et une tendance. Alors là, sur le premier graphique, donc le graphique en haut, vous avez l'évolution de l'indice pondéré régional depuis 1997 jusqu'à 2001. Donc, ce sont les barres vertes. Et vous avez associé à ça la moyenne régionale des 10 dernières années, donc c'est la barre bleue, et la moyenne lycée qui évolue du coup en jaune. Et ce qui nous permet, comme vous pouvez le voir, chaque année de définir. Donc, on voit en 2001 que l'indice d'abondance était bon et en forte hausse par rapport aux années précédentes. Et donc, on a ça pour chaque année de suivi depuis la mise en place de ce suivi. Et au niveau local, on arrive en fait à définir cette situation et cette tendance au niveau de chaque bassin étudié. Donc, vous voyez qu'en 2001, il y avait un clivage entre l'Est et l'Ouest de la Bretagne, où les populations étaient, la situation des populations était en meilleur état, dans le Finistère notamment, que dans le Morbihan et sur le Couesnon. Un deuxième indicateur qu'on a construit est celui de l'état d'avancement de la restauration de la continuité écologique sur les cours d'eau classés en liste 2. Donc, l'objectif de cet indicateur est de dresser l'état d'avancement de la restauration de la continuité écologique sur ces cours d'eau en utilisant deux mesures. Tout d'abord, le nombre d'obstacles conformes pour les espèces ciblées par l'arrêté, et également, la deuxième mesure est donc d'évaluer le nombre d'obstacles mis en conformité. Donc, il y a un léger, on a séparé comment expliquer? On a fait le choix de traiter en fait l'ensemble des obstacles présents sur les cours d'eau classés en liste 2 dans le REE, qui sont considérés comme conformes pour les espèces cibles, donc potentiellement franchissables, des obstacles qui devaient être mis en conformité à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de classement en 2012. Donc, la référence, c'est le nombre d'obstacles total recensés ou à mettre en conformité. Et l'indicateur, c'est la comparaison à la référence. Et donc, vous voyez qu'en Bretagne, avec une mise à jour pour fin d'année 2021, sur les 1127 ouvrages dits conformes en l'état ou conformes après travaux, 1127 ouvrages sont franchissables sur les 1688 ouvrages recensés. Et si on prend uniquement les ouvrages qui étaient à mettre en conformité à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de classement, seulement 32% de ces ouvrages ont été mis en conformité sur les 830 ouvrages à mettre.
en conformité. Donc, ce type de... je vous le présenterai tout à l'heure, mais ce type d'indicateur est décliné aussi au niveau local. Alors là, je vous ai fait les indicateurs, même si dans certains cas, ils peuvent être déployés au niveau départemental ou au niveau des territoires de SAGE ou des bassins versants, ils sont principalement à vocation régionale. Et donc, pour que ces données ne restent pas à ce niveau-là, mais puissent être déployées à toutes les échelles, pour une meilleure appropriation, pour qu'elles soient mieux appropriées par les acteurs du territoire, on a déployé, on a mis à disposition cette donnée sur plusieurs formes. Donc, ces données sont accessibles dans la majorité sur le site de l'Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne. Alors, la donnée est mise à disposition soit sous forme brute, soit sous forme de rapport, soit sous forme d'indicateurs ou descripteurs de la situation des poissons migrateurs, soit sous forme d'outils. Alors, je vais vous présenter tout de suite, donc j'espère que ça va fonctionner parce que j'ai mis les liens. Donc, il y a tout d'abord la donnée brute. Alors, depuis quelques jours, la donnée brute est disponible sur le site de l'Observatoire des poissons migrateurs. Alors, je vais vous le montrer. On a créé un outil sur le site, donc dans la rubrique données, qui permet d'avoir cette donnée, la donnée brute sous format Excel. Donc là, vous voyez, il y a quatre données qui sont actuellement disponibles, qui est le comptage des frayères de l'emploi marine, les indices d'abondance, saumon et anguilles, et la synthèse des effectifs de poissons migrateurs aux stations de comptage. Cette donnée a été intégrée, est également disponible, alors pas sous forme d'effectifs, mais sous forme d'occurrence, donc qui est disponible via l'inventaire national du patrimoine naturel avec la plateforme GeoOpenOps. Donc, je ne vais pas faire l'exercice, mais si vous tapez, par exemple, saumon atlantique, pour la Bretagne, vous aurez toutes les observations de saumon en Bretagne, et les indices, dont ceux des indices d'abondance. Alors, je reviens sur mon diaporama. Et puis, ces données les données de l'INPN seront versées dans la plateforme Biodive Bretagne prochainement. Et en plus du format tableur, il y a également les couches géographiques qui sont disponibles sur la plateforme GeoBretagne. Donc, actuellement, il y a 48 fichiers qui sont accessibles et téléchargeables et visualisables sur cette plateforme. Donc, on retrouve, je ne vais pas vous les énumérer, mais on retrouve tous les suivis poissons migrateurs déployés en Bretagne, mais également les aires de répartition et les cartographies d'habitat. Voilà, donc vous pourrez jeter un œil. Je pense que vous trouverez ce qu'il vous faut si vous en avez besoin. Alors, voilà, et bien sûr, on reste quand même, comme le disait Gaëlle en début de présentation, on peut également vous fournir sur demande la donnée si vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut via ces deux méthodes. Alors là, c'était la donnée brute. Et après, donc voilà, on a la donnée également valorisée sous forme de rapports et d'études. Donc, l'ensemble des rapports d'études et suivis sont disponibles sur le site de l'Observatoire. Donc, via le module de recherche des études et rapports. Donc, c'est pareil, c'est sur le site de l'Observatoire dans la rubrique rapports. Et donc, via un module de recherche, vous pourrez donc choisir, trier, filtrer les rapports, l'ensemble des rapports disponibles en Bretagne. Et donc, c'est disponible via ce module ou via, pareil, sur le site, via les fiches bassins. Donc, je ne sais pas si vous les utilisez. On a créé, depuis la création du site Internet, il y a la possibilité d'obtenir l'information via la rubrique bassin, sur lequel, si on prend le territoire Aulne, qui permet d'obtenir une description du bassin, mais également son aire de répartition et
Et tout en dessous, en fait, il y a un module, donc c'est très récent, hein, qui permet de recenser donc l'ensemble des données, mais également l'ensemble des études et rapports disponibles sur le site Internet. Donc, c'est une deuxième voie d'entrée qui permet voilà, de filtrer directement la donnée par bassin versant, enfin par bassin de l'observatoire. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des indicateurs. Donc, ces indicateurs sont valorisés à travers de fiches indicateurs et, ça permet donc de dresser l'état des populations des poissons migrateurs et de leur dynamique, mais également d'apprécier les pressions qui sont exercées sur ces espèces et d'évaluer les réponses qui sont apportées pour limiter ces pressions et améliorer l'état des populations de poissons migrateurs. Donc ça, l'accès à ces fiches de données se fait sur les rubriques espèces qui permettent d'ouvrir la synthèse par espèce. On arrive sur la synthèse par espèce qui synthétise l'ensemble des indicateurs, la situation et la tendance pour des populations pour chaque suivi. Et lorsqu'on clique sur un indicateur en particulier, on arrive sur une fiche indicateur qui donne le résumé de la situation et de la tendance de l'année, qui décrit l'indicateur, comment il a été construit, comment il est calculé et comment il faut l'interpréter, et qui donne également qui qualifie la fiabilité de l'indicateur. C'est-à-dire que selon les suivis et selon comment il a été construit, l'indicateur n'est pas forcément représentatif à certains moments de l'état de la population, de la situation. Et puis après, voilà, il y a un résumé au niveau régional des résultats. Alors, voilà l'ensemble des indicateurs qui ont été construits. Donc, il y a 12 indicateurs d'état des populations et des milieux. Il y a 7 descripteurs des pressions et des menaces. Et il y a un descripteur de réponse. Alors, j'ai fait la différence entre indicateur et descripteur parce que dans certains cas, voilà, on ne peut pas, avec les données disponibles, évaluer un état, une tendance. Enfin, un état, en tout cas, on ne peut pas le faire, ou en tout cas, ce n'est pas juste. Et donc, on reste juste sur de la description avec la définition d'une tendance. Alors, si je regarde les effectifs de l'emploi en migration, donc on arrive à cette fiche qui voilà, nous donne un résumé au niveau régional, un descriptif des éléments de contexte. Et puis après, voilà, vous trouvez la description de l'indicateur et les modes de calcul et les règles d'interprétation. Donc voilà, qui vous explique ce que représente les classes considérées, de même pour la tendance. Et comme vous le disiez, voilà, on a qualifié la fiabilité de l'indicateur pour nuancer le résultat. Et ces résultats sont disponibles à l'échelle régionale, voilà, et aussi par station de comptage. Donc là, ce sont les fiches interactives dont je vais vous parler tout de suite. Alors, là, voilà, je vous ai décliné la valorisation régionale, et puis après, on a créé plusieurs outils pour les décliner, pour une déclinaison plus locale de la valorisation des données sur les poissons migrateurs. Donc là, je vous en ai montré une. On a les visualisations interactives qui sont en accompagnement des indicateurs et qui permettent d'analyser les données en fonction de l'année ou du site ou bassin choisi. Alors, l'ensemble des données des visualisations interactives sont accessibles via la rubrique données. Et donc, si je clique sur, par exemple, les effectifs de saumon aux stations de comptage, on retombe sur la fiche indicateur. Voilà. Et là, vous avez cette visualisation interactive qui permet, par exemple, de voir sur le seuil de Châteaulin-sur-Laune le nombre de saumons qui a été observé, l'évolution depuis la mise en place du suivi et pour le saumon, la répartition annuelle entre saumon de printemps et castillon. Voilà.
Donc, ça vous donne une idée et puis voilà, ça se met à jour en fonction des filtres choisis. On a également les fiches poissons migrateurs par territoire de sage. Alors ça, ce sont des fiches au format PDF qui ont été créées en 2015 et qui visaient à porter à connaissance, à rendre compte, à communiquer autour des poissons migrateurs. Voilà, elle était articulée autour de 7 axes, de la répartition, la situation des poissons migrateurs, en passant par les enjeux, la réglementation, un bilan des actions. Donc, on va dire que c'était un état des connaissances des données, enfin, un état des connaissances des populations de poissons migrateurs sur chaque territoire en 2015. Ce travail a également été fait spécifiquement pour le saumon, pour les bassins colonisés par cette espèce. Et ces fiches avaient à vocation à donner un état des populations de saumon sur chaque cours d'eau disposant d'un TAC et de donner une analyse détaillée des indices d'abondance et des captures. Donc, c'est pareil, c'est un format PDF. Donc, ces fiches n'ont pas été mises à jour depuis. Et donc, ce qui fait et il y a également 2 autres outils que je vais vous détailler juste après, qui sont le visualiseur thématique sur les poissons migrateurs et le tableau de bord des poissons migrateurs en Bretagne. Alors ça, ce sont 2 outils qui ont été créés très récemment et dont je vais vous détailler, dont je vais vous détailler et que je vais vous détailler après une petite pause si vous avez des questions sur la première partie de mon intervention sur la mise à jour, sur les données et la valorisation qu'en est faite à l'échelle régionale. Alors, attendez, je vais reprendre. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais faire une petite pause. Je vais peut-être redire ce que j'ai mis dans le chat là. Donc déjà, vraiment bravo sur le... Ah ben, j'ai mon micro sur la tête. Vraiment bravo sur la qualité des outils, hein. C'est vraiment très bien. Et c'est très riche d'informations. Peut-être un petit bémol sur vos cadrans. Donc l'idée des cadrans, c'est très bien. Par contre, le code couleur est perturbant quand on est programmé sur les codes couleurs DCE. Le fait d'avoir ce qui est bien en rouge me fait faire des nœuds dans le cerveau. Donc peut-être ce serait intéressant de changer votre code couleur pour que les ouvrages franchissables soient plutôt dans le bleu-vert et ceux qui restent à travailler dans le côté rouge. Oui, vous parlez pour la restauration de la continuité écologique. Oui, c'est ça, okay. Qui était sous forme de cadran. Là. Ok, très bien, ouais, c'est noté. Oui, oui. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je voulais rappeler la plus-value énorme des données qui sont mises à disposition de cette manière-là. En fait, c'est un atout et c'est un apport très important vis-à-vis du niveau opérationnel, c'est-à-dire des structures de bassin. Malheureusement, on se rend compte que ces données-là, elles ne sont pas suffisamment connues et je suis très content d'avoir le webinaire ce matin parce que du coup, ça participe à diffuser cette information-là. Et nous, à l'Agence de l'eau, on essaie quand on y pense, de diffuser l'information et de rappeler que ça existe pour que les opérateurs de bassin puissent se saisir de tous ces outils de valorisation des données et les mettre à profit de la mise en œuvre des politiques sur les territoires. Mais malheureusement, c'est pas encore suffisamment connu et on s'en rend compte régulièrement. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à diffuser, à en parler autour de nous. Et oui, ça fait c'était l'objet du webinaire, un peu de diffuser nos outils pour essayer qu'ils soient mieux pris en compte et également aussi de connaître les attentes parce que nous, voilà, on imagine les besoins des territoires, mais finalement, on a très peu de retours sur leur utilisation. Donc, si vous les utilisez, n'hésitez pas à nous dire voilà, si ça va, est-ce que vous attendez d'autres également. Ouais. Bonjour, j'ai une seconde question, si possible. Oui. Oui, Virginie Marais, technicienne milieu aquatique sur la Vilaine Amont. Je me demandais sur les cartes de répartition des espèces que vous présentiez
comment on explique le fait qu'il y ait si peu finalement de grands migrateurs sur ces bassins-là, de la Vilaine amont, de la Seiche, du Sémenon? Est-ce que c'est vraiment lié aux répartitions naturelles, ou, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais ou vraiment aux altérations des milieux? Alors, sur la Vilaine, je pense que les deux sont liés, hein. Il y a les deux raisons. Effectivement, il y a des espèces par les habitats de la Vilaine qu'on retrouve peu, mais il y a aussi également les problématiques, notamment des obstacles sur la Vilaine, qui font qu'on retrouve peu d'espèces aussi sur ce cours d'eau. Alors, par contre, ouais, par exemple, j'en ai pas sur les aires de répartition. Donc, effectivement, on a les aires de répartition actuelles, mais on a également des aires de répartition historiques, et je n'ai pas en tête exactement la Vilaine, et sur les bassins Seiche, Sémenon, etc. Mais bon, on pourrait regarder. D'accord, c'est intéressant. Et juste pour compléter, en fait, donc c'est réel. Sur la Vilaine, concernant les aloses et l'empereur marine, il y a quand même des ouvrages qui sont pas super franchissables actuellement. Notamment les ouvrages de navigation, donc qui bloquent aussi la colonisation, la possibilité que les aloses et la lamprey marine puissent coloniser certains affluents de la Vilaine, sachant que la région envisage, là, a prévu des travaux sur les 3 ouvrages Guipry, Macaire et Malon, entre 2024 et 2027. Donc voilà, on peut espérer qu'en tout cas pour la lamprey marine et les aloses, qu'il y ait une amélioration de la colonisation sur l'ensemble du bassin de la Vilaine. Et puis pour le saumon, effectivement, c'est lié aux habitats, essentiellement. Donc après, effectivement, historiquement, avant la construction des canaux en Bretagne, etc., on avait une aire de répartition du saumon atlantique qui était plus importante. Aujourd'hui, on serait à des niveaux, on serait à peu près à 50% de l'aire de répartition historique du saumon sur les cours d'eau bretons. Mais effectivement, a priori, sur la Vilaine, il y avait la présence de saumon atlantique, mais ça devait rester quand même assez peu important, parce que l'habitat n'est pas forcément très adapté, en tout cas pour la reproduction, la production du saumon. Peut-être mis à part sur l'Oust, effectivement, où on a quand même des habitats qui sont plus favorables que sur la partie axe-Vilaine. Donc, effectivement, c'est lié un peu aux deux volets, quoi. Le volet habitat, le problème de proximité. D'accord, très bien, merci. Je voulais poser aussi une question, Timothée Best, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Je voulais rejoindre aussi le constat de Hubert Quatreau sur la quantité de travail que ça représente, cette mise à disposition des données. Je suis assez bien placé pour le dire aussi. Je suis content aussi de voir les nouveaux outils que vous avez mis en place, et je compte justement les relayer sur le portail de l'OEB, simplement en faire mention pour participer à cette diffusion-là, la mise à connaissance pour les territoires. Je me demandais, de votre point de vue, sur les données que vous mettez à disposition, il y en a qui sont plutôt bien connues localement, les territoires sont pas mal sollicités pour les questions de continuité écologique, ils connaissent aussi peut-être en particulier les données de station comptage. Est-ce que pour vous, il y a certaines données ou certains indicateurs qui mériteraient d'être particulièrement mieux connus pour l'appropriation de ces questions-là au niveau local? Bonne question, Timothée. Alors, je pense que au niveau local, les indices d'abondance sont relativement bien connus, parce que les fédérations de pêche qui portent ces suivis font appel aussi au territoire pour participer à ces pêches. Après, en termes d'utilisation au niveau des territoires, ces suivis, ils ont été faits avec un objectif régional, et c'est vrai que que ce soit pour les indices saumon ou même les indices anguilles, ils n'ont pas été faits pour, comment dire, et ils n'ont pas été réfléchis pour être dans un objectif plus local. Et c'est vrai que c'est difficile, notamment pour relier ça à la continuité écologique, de faire dire aux indices de faire dire des choses aux indices sur ce volet-là, notamment la continuité. Voilà, après, moi, de mon point de vue, c'est sur les indicateurs
de suivi des comptages de nids de lamproie marine sur les bassins où on peut relayer, alors pour rester sur le volet continuité écologique, hein, où on voit très rapidement l'effet de la restauration d'un ouvrage, d'un obstacle. On voit très vite l'effet de la recolonisation d'un cours d'eau par cette espèce. Et il y a plusieurs suivis qui sont menés en Bretagne sur le Couesnon et sur l'Ailée et aussi sur tous les fleuves hébergeant la lamproie marine dans le Morbihan. Et je trouve que ce suivi est sous-exploité au niveau local. Voilà, ça c'est mon point de vue. Voilà, il est peu connu parce qu'il est sûrement, enfin voilà, on communique sûrement pas dessus. Ouais. Je suis d'accord, ces types de suivi les migrateurs sont relativement invisibles pour les riverains. Et il y a aussi toute une question de sensibilisation justement des riverains, de la population. Si on peut leur dire, voilà, là, au pied de chez vous, il y a des lamproies qui se reproduisent, c'est une espèce protégée. Il y a beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Et justement, ces cartes-là de répartition, je pense que ça participe à ça aussi. Juste pour compléter, moi je suis complètement d'accord avec ce que disait Laetitia. En fait, sur les indices d'abondance anguilles et sur les suivis des frayères lamproie marine, ça répond aussi à des objectifs locaux. Ça peut répondre à des objectifs locaux, notamment vis-à-vis de l'enjeu restauration de la continuité, contrairement à d'autres indicateurs comme les indicateurs de section de comptage ou même l'indice d'abondance saumon. En fait, on est sur des objectifs autres et ça ne va pas répondre forcément aux besoins des territoires sur l'enjeu de continuité écologique. Et du coup, effectivement, moi, je pense qu'il y aurait un intérêt à ce que les acteurs locaux s'approprient encore un peu plus les données frayères, l'emploi marine et indice d'abondance anguille pour répondre à leurs objectifs locaux. C'est-à-dire que nous, on ne va pas forcément pouvoir, au niveau régional, triturer les données pour que ça réponde à leurs besoins, mais je pense que les acteurs locaux, vous avez en tout cas, vous souhaitez répondre à certaines interrogations. Et je pense que ces données indice d'abondance anguille et frayère pourraient effectivement vous permettre d'apporter des éléments, des arguments pour aller vers des actions de restauration de la continuité. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vais vous présenter un peu plus en détail le visualiseur thématique et le tableau de bord des poissons migrateurs. Alors oui, avant de vous les présenter, j'avais fait un petit tour d'horizon rapide, donc sûrement pas exhaustif, des sages en Bretagne qui utilisaient les données poissons migrateurs dans leur tableau de bord. Donc sur les 20 sages en Bretagne, j'ai eu connaissance de 13 tableaux de bord. Donc ça, c'est parce que j'ai fait juste une recherche sur Internet et peut-être que je n'ai pas eu accès à tous les tableaux de bord. Mais en tout cas, sur ces 13, j'ai recensé que 4 tableaux de bord qui utilisaient les données sur les poissons migrateurs. Et ils utilisaient principalement les aires de répartition des poissons migrateurs. C'est notamment le cas du tableau de bord du sage blavet qu'on voit en bas à gauche. Ils utilisaient les indices d'abondance, donc saumon et un peu moins anguille. Sur les tableaux de bord sur les territoires de sages qui possèdent une station de comptage sur leur territoire, un sage a utilisé ces données. Et puis après, certains tableaux de bord, 2, ont utilisé les données sur les ouvrages, soit pour qualifier la conformité des ouvrages, soit pour mettre en avant les ouvrages essentiels, à enjeux essentiels définis dans le plan GEPOMI. Alors, ce qui me fait dire, c'est qu'en fait, on diffuse, ou en tout cas, on ne communique pas assez sur les données accessibles pour les poissons migrateurs, d'où la création de 2 outils qui sont tout d'abord le visualiseur thématique sur les données poissons migrateurs, qui est en fait un outil de mise en valeur des données disponibles sur la plateforme GeoBretagne sur les poissons migrateurs.
Et il permet en fait, voilà, il recense l'ensemble des données disponibles en termes de suivi, d'études, d'aires de répartition, mais également de réglementation, donc sous format géographique, bien entendu, dans la plateforme GeoBretagne. Alors, voilà à quoi ressemble l'outil. Donc, les données sont classées en 6 catégories: suivi, habitat, aire de répartition, réglementation, hydrographie et contexte. Et pour chaque catégorie, notamment pour la catégorie suivi, on peut choisir l'espèce, l'année dans la légende pour mettre à jour les données. Alors, le plus simple, c'est que je vous le montre. Donc, voilà l'application des poissons migrateurs en Bretagne. Donc, voilà, comme je vous le présentais tout à l'heure, on a les suivis sur les poissons migrateurs. Donc, on retrouve les effectifs de poissons migrateurs aux stations de comptage, les indices d'abondance saumon et anguilles, et les données concernant la reproduction des lamproies marines. Et donc, si on choisit, par exemple, les effectifs annuels de poissons migrateurs aux stations de comptage, on a ici le saumon. Enfin, alors, attendez. Hop. On peut choisir, en déroulant la légende, l'espèce. Donc là, effectivement, on a le saumon. Pour l'année, on va choisir 2020, parce que je n'ai pas mis à jour encore pour 2021. Et si on veut une autre espèce, eh ben, on clique dans Analyse, on va sur Allos et on voit voilà, la mise à jour se fait en direct des données. Voilà, un autre exemple peut être les données d'indice d'abondance de juvéniles de saumon par bassin. Donc là, on a la qualification de l'indice pondéré par bassin, et puis on peut également choisir l'année. Donc là, c'est 2020. L'année 2020, la mise à jour 2021 est prochaine, même très prochaine. Et là, voilà, on peut choisir l'année pour avoir les chiffres. Et donc, l'avantage. Donc, ces données, voilà, vous pouvez également retrouver la cartographie des habitats des juvéniles de saumon qui peut. Ah oui, par contre, alors là, j'ai un petit problème, j'ai vu ça hier. La légende ne s'affiche pas, mais je vais résoudre ça tout de suite. Parce que là, pour le coup, l'ensemble, la cartographie des habitats est disponible sur sur la totalité des bassins hébergeant du saumon. Et voilà, et les habitats type radier rapide, plat courant, plat lent et profond sont qualifiés. Donc, voilà, ça, généralement, ça peut vous intéresser. Voilà, et puis, il y a la réglementation avec les ouvrages à enjeux essentiels du plagé POMI et également les ouvrages classés en liste 2 et les autres actions prioritaires en vie. Donc, voilà, j'ai encore quelques. Donc, comme je vous le disais, il faut que la mise à jour sur les suivis soit faite pour 2021. Ça va se faire très prochainement. Et puis, voilà, j'ai quelques ajouts à faire sur les aires de répartition, notamment. Voilà, donc, mais c'est un outil vivant, donc voilà, il se met à jour régulièrement. Et puis, si vous voyez des problèmes ou vous êtes en attente d'autres choses, il ne faut pas hésiter à m'en faire part. J'essaierai d'y répondre favorablement. Et puis, et donc ces cartes, après, voilà, vous pouvez les télécharger en format image. Et puis, les données sont téléchargeables au format brut sur la plateforme GeoBretagne. Donc, je ne sais pas, peut-être si vous aviez connaissance de cet outil ou si vous l'avez déjà utilisé. Ça, c'est juste pour ma curiosité. Non, bon, personne ne répond, donc c'est qu'il n'était pas connu et pas utilisé. Bon, alors, je vais vous présenter le deuxième outil qu'on a développé très récemment. Donc là, c'est vraiment donc à destination des territoires de sages. Et l'objectif, en fait, c'est connaître sur son territoire, en un coup d'œil, quelles sont les espèces présentes sur le territoire, quelle est leur situation et leur tendance, et puis quels sont les suivis, les actions mis en place sur ce territoire. Donc, la cible, c'est vraiment vous, mais voilà, c'est tout d'abord les territoires de sages, mais après, voilà, c'est également tous les acteurs locaux présents sur le territoire.
Alors, en fait, il y a 5 thématiques qui sont abordées. Il y a l'aire de répartition, la restauration de la continuité écologique, le bilan des actions et un listing des suivis des poissons migrateurs disponibles sur le territoire. Et après, il y a les résultats de chaque suivi sur les poissons migrateurs. Et pour chaque onglet, chaque thématique, il y a la possibilité de choisir le territoire de SAGE. Et donc, il vous suffit de choisir la thématique et de cliquer sur le SAGE, sur votre SAGE, pour que toutes les informations sur le tableau de bord se mettent à jour. Alors là, je ne sais pas combien de temps il nous reste. 20 minutes. Alors en fait, je voulais, donc comme je vous disais, cet outil a été déployé fin de l'année dernière et on avait diffusé un questionnaire pour connaître votre avis sur cet outil. Pour savoir déjà si vous le trouviez utile, s'il répondait à vos besoins, et puis si vous étiez en attente d'autres choses. Et donc, on n'a pas eu beaucoup de retours, malheureusement. On a eu 3 structures qui nous ont répondu. Je sais qu'il y a j'en ai vu certains qui avaient répondu et qui sont présents aujourd'hui. Voilà, on a eu quelques remarques, plus ou moins faciles à résoudre et à répondre. Mais on ne les a pas encore prises en compte, mais l'objectif, c'est de le faire le plus rapidement possible. Alors, je vais quand même vous le présenter. Je vais faire un petit tour d'horizon avec vous. Alors, est-ce qu'il va se mettre Je vais l'ouvrir et je vais vous le montrer, voir comment ça fonctionne. Et puis après, si j'arrive à glisser le lien alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous pourrez me poser vos questions. Et s'il nous reste un peu de temps, on pourra le tester ensemble. Je vous mettrai le lien dans le fil de discussion et vous pourrez l'ouvrir. Et puis, suite à ça, enfin, en tout cas, suite au webinaire, je vous inviterai à répondre au questionnaire pour me donner votre avis sur l'outil. Alors voilà, comme je vous disais, 5 thématiques. Donc tout d'abord l'aire de répartition. Donc là, c'est l'exemple du sage Quénon où on a l'aire de répartition. On peut choisir l'espèce pour laquelle on veut voir apparaître l'aire de répartition. Donc là, on a celle du saumon, mais voilà, si on prend la lamproie marine, elle s'affiche. Donc au niveau de la restauration de la continuité écologique. Donc, toujours pour le sage Quénon. Alors là, il y a un bug. Le territoire de sage ne se met pas à jour automatiquement pour tous les onglets. Donc là, le sage Quénon, ça fonctionne. Mais si je choisis le Baléon, le Léon Trégor, par exemple, ça ne se mettra pas à jour pour les autres onglets. Ça, c'est un petit bug que je compte résoudre. Donc voilà, pour le sage Léon Trégor, donc on voit les ouvrages conformes et non conformes sur le territoire. On voit où en est l'état d'avancement de la mise en conformité et on voit quand j'ai l'information, quel type de travaux ont été effectués sur les ouvrages. La troisième thématique qui fait le bilan des actions en faveur des poissons migrateurs menées sur le territoire. Et là, c'est plutôt le bilan financier par territoire de sage. Voilà, donc on a pour tous les programmes, alors voilà, plusieurs fils sont possibles. On l'a pour l'ensemble ou pour chaque programme de poissons migrateurs. On l'a par type d'action, continuité, coordination, études et suivi, par espèce et par espèce, voilà. Donc, et ça, vous pouvez choisir votre paramètre d'analyse si vous voulez faire un autre filtre. Donc voilà, alors ça a été jugé un peu complexe pour certaines structures, donc n'hésitez pas à me faire également vos retours là-dessus pour que je puisse faciliter la lecture future. Et donc après, vous avez l'ensemble des suivis qui sont déployés pour chaque territoire. Donc si je change de territoire et je vais sur la Vilaine,
Donc, on retrouve sur la Vilaine la station de comptage du barrage d'Arzal, les indices d'abondance, il n'y en a pas, les indices d'abondance sanguine déployés sur le territoire et le comptage des nids de lamproie marine. Donc là, on a les infos, mais vous voyez que le suivi a été mené jusqu'en 2010. Et puis, il s'agit également d'une rivière index, donc on a d'autres informations aussi disponibles dessus. Et après, donc, vous pouvez, il y a tous les onglets disponibles sur. Et là, service, on est encore sur le Quénon, c'est pour ça. Et après, vous avez les onglets donc, de tous les types de suivi disponibles sur le bassin versant de. Donc là, c'était du Quénon, mais si je vais sur la Vilaine, vous avez. Pour 2021, une qualification de la situation et de la tendance au niveau de la station de comptage. Vous avez les chiffres clés, l'évolution depuis la mise en place du suivi et quelques éléments de caractérisation des anguilles. Et donc ça, vous l'avez pour les anguilles. Alors malheureusement, je n'arrive pas à effacer les onglets quand il n'y a pas de suivi. Donc par exemple, pour le saumon, rien ne s'affichera puisqu'il n'y a pas eu d'indice d'abondance saumon sur le territoire, sauf que je suis sur le Quénon. Voilà, sur la Vilaine, ça s'efface. Et vous avez ça pour... donc voilà, si je prends les aloses, donc il n'y a pas sur la Vilaine. Voilà, vous avez l'ensemble des données qu'on a à disposition sur ce territoire avec voilà, une analyse synthétique de chaque suivi. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cet outil, si vous avez des remarques parce que vous l'avez utilisé, si vous avez des attentes, même si vous ne l'avez pas encore découvert sur ce type d'outils. Et puis moi, j'aimerais savoir, parce que je sais qu'il y a quelques territoires, savoir comment vous utilisez les données sur les poissons, enfin, si vous utilisez les données sur les poissons migrateurs et lesquels, en fait, pour améliorer pour améliorer nos outils. Bon, pas de questions, je crois que j'ai endormi un peu tout le monde. Alors, il nous reste, si vous n'avez pas de questions, 10 minutes. Donc, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner. Soit, voilà, je vous mets le lien dans la file de la discussion et puis vous découvrez l'outil et puis vous répondez à mon questionnaire. Je mettrai le lien également. Comme ça me facilitera après à l'avenir l'amélioration de cet outil. Et voilà, puis je vous remercie de votre attention voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, attendez, je vais vous mettre les liens déjà. Alors, je ne suis pas... Ah, il y a une question, Timothée? C'était simplement, et j'ai l'impression l'outil a été pas mal complété depuis la mise en ligne l'année dernière, si je ne me trompe pas, je crois, Oui. sur les indices, sur les productions de poissons, tout ça. Donc, il y a effectivement plein de données pour remplir les tableaux de bord de Sage. Et je me dis, maintenant, l'enjeu, ça va être de faire en sorte que les structures qui actualisent leur tableau de bord puissent avoir ça sous la main. Et notamment, souvent, elles s'adressent à des bureaux d'études. Est-ce que vous avez éventuellement sondé certains bureaux d'études ou interrogé certains ou informé, un moyen de les informer sur ces données-là? Est-ce que ça peut passer éventuellement par les financeurs qui peuvent mentionner dans le cahier des charges que les bureaux d'études peuvent s'appuyer sur cet outil-là pour éviter de payer, un traitement de la donnée qui serait fait déjà à l'échelle régionale? Alors, c'est vrai que, nous, en tout cas, on a beaucoup de mal, on a déjà du mal à faire connaître nos outils au niveau des territoires. Alors, au niveau des bureaux d'études, c'est encore plus compliqué. C'est vrai que via peut-être les financeurs, ça pourrait être
Enfin, déjà par les territoires et les maîtres d'ouvrage, mais également par les financeurs, ça pourrait être un moyen d'améliorer la diffusion de cet outil. Ouais, du coup, ouais, passer par les cahiers des charges, je me dis que ça pourrait être une bonne option pour être sûr que l'information passe au moment où les tableaux de bord sont actualisés ou sont créés, au moment des révisions des sages particulièrement. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas, enfin, on n'est pas forcément sollicité au niveau des sages pour, voilà. Après, on peut pas non plus aller dans toutes dans tous les copies des territoires de sages ou des bassins versants. On est sollicité pour quelques-uns et puis après, c'est vrai que d'autres nous sollicitent pas forcément pour aller aux réunions, mais pour les donner en direct. Et c'est vrai qu'on n'a pas de retour voilà, sur leur utilisation. Ouais. Il faudrait que, suite à ça, peut-être dans quelques mois, je puisse avoir, ou quelques années, avoir à refaire un retour sur cet outil. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que voilà, cet outil servira et qu'il permettra voilà, d'améliorer la diffusion des données sur les poissons migrateurs au niveau des territoires. Enfin, voilà, que ça arrivera à descendre jusqu'à vous. Je vois qu'il y a le sage Belle Lagnon qui. Oui, bonjour. Bonjour. Si vous m'entendez. Oui, je viens de tester là sur les aires de répartition pour le sage baie de Lannion et j'ai rien qui n'apparaît par rapport au saumon. Et si je clique sur la truite de mer, c'est pareil. Ah, il y a peut-être un bug, ouais. Alors en fait, au début, je voulais vous faire tester tous en même temps et je me suis dit peut-être que si tout le monde utilise en même temps le tableau de bord, il va y avoir un bug. Alors, je vais le faire en direct. On va voir. Et sinon, effectivement, dans le tableau de bord, moi, j'ai utilisé un peu les données qui étaient présentées par le BGM. Après, c'est vrai qu'on les utilisera encore davantage. Ah, bah, c'est une bonne elles nouvelle. vont surtout être utilisées pour moi là, dans le cadre des analyses HMUC sur le volet lieu, où je vais commencer une collecte de données sur le périmètre du sage baie de Lannion pour aller un peu plus loin sur l'état des lieux des espèces présentes. Donc là, les espèces de poissons migrateurs. Et au-delà, il va falloir que je vois ce qu'on a en stock. Oui, ah oui, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'on est plusieurs à aller ensemble sur l'outil et il ne fonctionne pas, je pense. Tout le monde a l'air intéressé par les aires de répartition. Je vois que ça ne marche pas non plus sur les LAN. Je pense que voilà, c'est peut-être pas une solution qu'on le teste en même temps, mais je vous invite à le tester dans la semaine et à répondre au questionnaire. Je peux même vous rediffuser un mail avec tous les liens, le questionnaire, et puis avec voilà pour vous puissiez le faire. Ce sera peut-être plus simple que de le tester en même temps, parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Oui, c'est Maïna de l'agence. Là, du coup, j'essayais aussi de l'utiliser. Effectivement, l'onglet notamment choisir un sage, moi, j'y ai pas accès en l'état. Donc, un mail de rappel avec le lien pour qu'on pense à y retourner ultérieurement. Et puis, chacun notre rythme, je pense que ça serait intéressant. J'avais connaissance effectivement des fiches espèces qui sont accessibles sur le site, mais alors ce tableau de bord, j'en avais pas connaissance. Et effectivement, ça a l'air d'être un puits d'informations assez conséquent. Et j'essaierai du coup de communiquer un petit peu plus autour de ces outils parce que notamment lors du travail qui est fait sur les constructions des contrats territoriaux, ça peut aider à une bonne connaissance des enjeux sur ces thématiques de poissons migrateurs. Oui, bah, je vais envoyer un mail à tout le monde et puis je vous laisserai un petit peu un délai pour que vous puissiez répondre, enfin, vous puissiez l'explorer, l'exploiter et puis répondre au questionnaire. Ça sera plus simple. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas de questions, je voulais remercier déjà tous les porteurs de projets
qui réalisent des suivis, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'observatoire. Et également les financeurs, parce que voilà, qui participent à l'observatoire. Et puis, je vous remercie de votre attention. Et puis, n'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques, vos besoins. Voilà, j'ai mis mon adresse mail. Je suis je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Voilà, merci.